Nous faisons face à deux ennemis. Le premier ennemi, on le connaît, c'est le variant Delta, avec une vague importante qui est montée, plusieurs dizaines de milliers de cas dans notre pays, des conséquences sanitaires qui continuent d'augmenter dans notre pays, avec des hospitalisations, des réanimations. Un variant qui n'a pas dit son dernier mot. Dans certaines régions, il diminue. Dans d'autres régions, il continue d'augmenter légèrement. Et dans d'autres, enfin, il est resté à un niveau de plateau élevé. Ce variant Delta, on en parle moins. On y est habitué, mais on ne doit pas s'habituer à cela, parce qu'il nous faut le combattre, et de la manière la plus efficace qui soit. Et puis nous avons ce deuxième ennemi, c'est le variant Omicron. Et là, je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de lame de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjugue en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Les chiffres qui seront publiés ce soir par Santé publique France montrent l'augmentation continuelle du nombre de contaminations dans notre pays. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de 2 Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Il y en a partout, dans tous les territoires, partout dans tous les milieux. Et le virus circule très vite. Si j'extrapole un peu, on est probablement à ce soir, en comptant les cas d'aujourd'hui, à 1 million de Français qui doivent être positifs au coronavirus à l'heure à laquelle je vous parle et qui sont diagnostiqués comme tels. Auquel il faut ajouter un certain nombre de personnes asymptomatiques qui ne sont pas testées, donc probablement plus d'1 million de Français sont positifs actuellement au coronavirus. Je ne dis pas positifs il y a une semaine, je dis aujourd'hui à un jour donné. Si on considère qu'on a entre 3 et 5 cas contacts par Français, on peut considérer qu'il y a 10% de la population française qui est à l'heure à laquelle je vous parle cas contact. Donc autour de vous, sur 10 personnes, il y en a une qui doit être considérée comme cas contact, pas forcément positive, bien sûr. Mais cela, encore une fois, atteste de la vitesse de circulation de ce variant. Je l'ai dit en conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex, c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux. J'étais hier en visio informelle avec des homologues européens qui faisaient le même constat. Il double tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, enfin il double beaucoup plus vite que les variants précédents. Il y a des risques de recontamination qui sont accrus. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres quotidiens, puisqu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont positives au Covid, qui avaient déjà été positifs à une autre version du Covid. Donc chaque jour, il y a plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers de Français qui recontractent une forme plus ou moins sévère de Covid. Il touche toutes les classes d'âge. Il est plus répandu chez les moins de 60 ans, du fait des liens sociaux, mais il touche toutes les catégories d'âge. Le vaccin, je le redis, c'est fondamental, est efficace après 3 doses. Quand on est à jour de son rappel, plus de 90% de réduction des formes graves, y compris face à Omicron. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une menace, je suis ministre et je suis aussi médecin, j'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction, mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas encore bénéficié du rappel. Protégez-vous dans la période, protégez-vous dans les jours qui viennent. Ne prenez pas de risques, évitez les contacts sociaux trop rapprochés et trop nombreux. Le virus circule beaucoup. La situation hospitalière, je le disais, dans notre pays, du fait de la vague Delta, est préoccupante. Et elle met sous tension de très nombreuses régions qui ont déclenché, vous le savez, les plans blancs. Là, ce sont les hôpitaux franciliens qui ont lancé une déprogrammation massive à l'issue d'une admission d'un certain nombre de malades encore cette nuit. Je tiens à votre disposition les chiffres à date de proportion de patients vaccinés et non vaccinés dans les hôpitaux parisiens de l'AP-HP. 70% des patients qui sont en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. 70% ne sont pas vaccinés. Et sur ceux qui sont vaccinés, notamment ceux qui, malgré les 3 doses, font des formes graves, 80% d'entre eux sont à la base immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles ou pas suffisamment sensibles au vaccin. Ces chiffres-là attestent de l'efficacité d'une vaccination à jour et notamment
d'une troisième dose. Si vous êtes à distance d'une deuxième dose, les statistiques montrent que vous n'avez plus de niveau de protection suffisant face à des contaminations, y compris par le variant Omicron. Et que si vous êtes à jour de votre troisième dose, vous avez un risque qui réduit énormément. Et donc dans les hôpitaux, ne vous y trompez pas, pardonnez-moi, on trouve des personnes non vaccinées et des personnes immunodéprimées. Je le lis parce qu'il y a encore 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Ce qui va m'emmener vers le texte. 5 millions de Français ne sont pas vaccinés, 4 millions d'adultes. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a encore des gens qui sont loin de tout. Loin de l'information, loin du système de soins, assignés à résidence. Et nous allons les chercher avec du porte-à-porte, en faisant appel aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers à domicile, aux CCAS, aux collectivités. On va chez eux pour leur dire il faut vraiment vous protéger. Ce sont des personnes qui, quand on leur parle du vaccin, ne sont ni pour ni contre. Ce sont des personnes qui sont éloignées des clés de lecture et de compréhension. C'est notre devoir. C'est difficile d'estimer le nombre, monsieur le député. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées que je qualifierais des méfiants. Ceux qui vous disent ça peut aller du Covid n'existe pas, au vaccin tue, ou au vaccin n'est pas efficace. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation, pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une forme de délire, considérant qu'on leur veut du mal. Je vous dis ça parce que ce sont les réanimateurs qui me le disent, avec des patients qui sont parfois en train de refuser les soins qu'on leur donne. Des patients qui s'étouffent, qui ont besoin d'oxygène, qui ont une saturation en oxygène à 80%, donc il faut leur mettre de l'oxygène, ils s'arrachent le masque. Ce sont des gens qui lorsqu'ils sortent de réanimation, après avoir échappé de peu à la mort, vous expliquent qu'en fait, on leur a inventé cette histoire de Covid pour faire croire qu'il y avait une maladie. Ces gens-là, on ne va pas se leurrer. D'ailleurs, c'est souvent eux qui vous menacent. Ces personnes-là, ni un pass sanitaire, ni un pass vaccinal, ni une obligation vaccinale ne les ferait changer d'avis. Ne les ferait changer d'avis. Et il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont, je dirais, plus ou moins indifférentes par rapport à cette question du vaccin. Souvent des gens plus jeunes, qui ne sentent pas la menace, qui ont des gens autour d'eux qui ont eu le Covid, qui ont fait une grippe, qui ont fait, certains dans leur entourage un peu plus âgés ont peut-être fait une forme grave, mais ils se disent, moi c'est pas mon truc, j'ai pas le temps, je vis ma vie, ou j'ai peu d'interactions sociales, m'embêtez pas avec ça, mais si vous leur dites, il faut vraiment vous faire vacciner, sur un coup de tête, ils pourraient le faire sans problème. Ces personnes-là, pour un certain nombre, se sont adaptés au pass sanitaire, parfois en piquant le pass du voisin ou du copain, ou parfois en faisant un test, en se disant comme ça je verrai bien si je l'ai. Ces personnes-là, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, elle s'adresse à eux. Il faut se le dire, elle s'adresse à eux. Ça veut dire désormais, vous devez comprendre que vous ne pouvez plus considérer que vous êtes en dehors de cette gestion de crise, que vous êtes en dehors de ces risques. Et donc, on va continuer de resserrer les mailles pour pouvoir non seulement garantir que les endroits qui reçoivent du public sont indemnes de gens potentiellement contagieux, c'est quand même la finalité principale, mais aussi vous dire que maintenant, il faut vous faire vacciner parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Le projet de loi, vous l'aurez compris, a donc pour objectif de renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, tout en préservant nos libertés et en garantissant la continuité de la vie du pays contre le risque d'une nouvelle désorganisation de la société. Ce projet de loi répond ainsi à la reprise épidémique de manière efficace et graduée. Il fait le choix de la science, il fait le choix de la responsabilité. C'est le choix que nous faisons depuis le début de la crise sanitaire. D'autres pays autour de nous ont fait d'autres choix, notamment en Europe. Et notamment des pays du nord de l'Europe qu'on m'a maintes fois cité en exemple en m'expliquant qu'ils ne faisaient rien et que tout se passait très bien. Ce sont des pays qui désormais ont fermé bars et restaurants, ont fermé cinéma, ont fermé lieux de culture, ont limité les déplacements. J'imagine que les parlementaires qui se faisaient un malin plaisir de me rappeler que tel ou tel pays n'avait jamais pris de mesures et s'en sortait très bien, aujourd'hui ne m'en parleront pas. Mais les Français peuvent regarder ce qui se passe autour de nous. En France, nous avons des outils solides, le pass sanitaire, un très haut niveau de vaccination, qui nous ont permis jusqu'ici de ne pas, je dirais, rogner sur les libertés collectives et notamment des personnes qui ont fait le choix de se vacciner et donc de se protéger, elles et les personnes qui les entourent. En premier lieu, donc, ce projet propose un approfondissement des mesures de protection et transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Concrètement, à compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux. Pour les établissements de santé, les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux, et sauf en cas d'urgence, nous faisons le choix de maintenir le dispositif actuel du pass sanitaire pour les patients accueillis pour les soins programmés, les accompagnants
Et les visiteurs, il n'y aura donc pas de passe vaccinal pour se rendre dans un hôpital ou dans un EHPAD. Autrement dit, nous n'envisageons évidemment pas d'empêcher l'accès aux soins des personnes non vaccinées, même si de plus en plus de Français s'interrogent sur ce que la collectivité doit consentir au bénéfice de celles et ceux qui refusent le vaccin. Deuxièmement, le projet de loi renforce encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Nous savons combien la pratique des faux passes est non seulement irresponsable, mais surtout dangereuse, voire dramatique, et certains l'ont malheureusement payé de leur vie. Toute personne habilitée à demander la présentation d'un pass pourra ainsi exiger la présentation d'une pièce d'identité, comme c'était le cas au début de son déploiement, en juin dernier. Les sanctions encourues par un gestionnaire d'établissement pour manquement à l'obligation du contrôle du pass seront également renforcées, ainsi qu'en cas de fraude. S'agissant des mesures de quarantaine et d'isolement, c'est tout le sens de l'article 2. Nous devons renforcer notre capacité de suivi des mesures, parce que l'isolement n'est pas simplement une contrainte, c'est la condition d'une maîtrise des chaînes de transmission du virus. Les services préfectoraux pourront ainsi connaître des données strictement nécessaires à leur mission de contrôle des mesures de quarantaine et d'isolement pour vérifier en particulier la réalisation du test qui est demandé à chaque personne concernée en fin de période. Il y a par ailleurs des travaux, je l'ai dit en conférence de presse, d'adaptation de la doctrine d'isolement pour les cas contacts et pour les cas positifs. Il y aura un avis du Haut Conseil pour la santé publique d'ici au 31 de cette année, 31 décembre. Et donc, j'aurai l'occasion de communiquer dans les heures et les jours qui suivront le rendu de cet avis. Vous aurez bien compris qu'avec 10% de Français cas contacts, on ne peut pas priver la France de la continuité de fonctionnement des services publics et privés et que nous avons d'autres moyens de garantir un haut niveau de protection de la population sans pour autant entraîner de paralysie du pays. Nous avons fait plus d'1 million de tests antigéniques et PCR par jour dans notre pays la semaine précédente. 7,3 millions de tests entre les antigéniques et les PCR. Sur ces 7,3 millions de tests, 6,8 ont été pris en charge à 100%. Seuls 500 000 tests sur la semaine n'ont pas été remboursés parce qu'ils correspondaient à des personnes non vaccinées, non cas contact, non symptomatiques avec ordonnance. Peut-être que le débat sur la gratuité des tests, je pense qu'il n'a pas lieu d'être, compte tenu des chiffres que je viens de donner. En parallèle de ça, sur les jours qui ont précédé Noël, en moyenne, 1,2 million d'autotests ont été réalisés par les Français chaque jour, c'est-à-dire 6 millions d'autotests sur la période qui a précédé Noël. C'est beaucoup, qui s'ajoute aux 7 millions. Donc on est monté, en réalité, à plus de 13 millions de tests pratiqués par les Français au cours de la semaine précédente. Il reste des autotests en circulation. Un certain nombre pour pouvoir permettre aux Français qui le souhaitent de se tester. Mais un certain nombre de pharmacies nous ont signalé qu'elles étaient en rupture et que comme il y a des tensions mondiales et comme finalement l'expression elles ont été dévalisées dans le bon sens du terme, elles ont distribué plus d'autotests en quelques jours que sur les 6 derniers mois de l'année. De l'autre côté, vous avez des acteurs de la grande distribution qui avaient, semble-t-il, acheté des autotests, je ne sais pas combien ils en ont, mais qui en avaient acheté, qui ont dit finalement nous on peut les mettre à disposition dans la période. Bien. Ce qui contrevient donc au principe de monopole pharmaceutique sur la distribution d'un dispositif médical. Je le dis, c'est une entorse que nous faisons à une règle qui m'est chère, que nous faisons par arrêté et non pas par loi pour qu'elle soit immédiatement applicable, parce que ce qui compte c'est la période du 31 et les jours qui vont suivre, là, post-fête, et qui prendra donc fin, au plus tard, à la fin du mois de janvier. C'est une dérogation, mais en aucun cas cela doit contrevenir dans la durée à la question du monopole pharmaceutique pour les questions de dispositifs médicaux.